FDJ, les grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Fatima Idbounoua, professeur de français. Nous sommes avec Johnny Blanche, chef d'entreprise dans les Deux-Sèvres, et Étienne Liebig, éducateur. Des grandes gueules avec lesquelles vous pouvez reprendre la parole. C'est plus que jamais conseillé au 32-16 tout à l'heure, à midi moins le quart, au moment du GG et vous. Mesdames et messieurs, allons-y pour le grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Et nous accueillons le sénateur, les Républicains, le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau. Bonjour. Monsieur le sénateur, bonjour, bienvenue. Refondation, c'est le titre de votre livre aux éditions L'Observatoire. L'idée, c'est de refonder la droite. On va y revenir, mais l'actualité, c'est que vous accueillez au Sénat, avec vos collègues sénateurs, aujourd'hui, le Premier ministre, Édouard Philippe, qui va vous restituer ce qu'ont dit les Français qui ont participé au grand débat. C'est un moment que vous attendez avec impatience. Avec non, un suspense, pas du tout. Non. L'exercice de restitution a eu lieu lundi. On était invité au Grand Palais, donc encore une fois une mise en scène. Et là, on va discuter entre nous. Ce sera un théâtre d'ombre. Et je trouve que si on veut alimenter l'antiparlementarisme, on ne ferait pas mieux. Pourquoi ? Ça ne servira à rien. Tout simplement, le Premier ministre vient nous dire ce qu'il a déjà dit, ce que nous avons entendu. Et surtout, il vient nous dire que c'est pas lui qui va décider, que c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui va mettre sur la table, sans doute la semaine prochaine, autour du 18, du 19 ou du 20 avril prochain, les décisions qu'il prendra. Donc, très bien, je lui répondrai d'ailleurs, comme chef de groupe. Et pour lui dire quoi alors ? Je lui répondrai pour dire que deux choses. La première, c'est que pour moi, ce malaise, c'est qu'on a trop souvent menti aux Français et qu'il y a une accumulation de faux semblants, de faux fuyants, et que sur un certain nombre de choses, par exemple, on a dit aux Français, c'est en travaillant moins que vous aurez plus d'emplois, c'est en travaillant moins que vous parviendrez à augmenter votre niveau de vie. C'est en travaillant moins que vous arriverez à sauver un modèle social auquel nous tenons, mais qui est un des plus coûteux de la planète. Et moi, je souhaite, par exemple, regardez les retraités. C'est clair. Soit vous allez baisser les pensions, le gouvernement a décidé de commencer à le faire avec la désindexation, avec la CSG, ou soit on recule progressivement l'âge de la retraite. Donc je pense qu'il faut que ce soit un moment de vérité. Après, moi j'oblige personne d'être de mon avis. Simplement j'estime que quand on fait de la politique, on doit essayer de mettre les choses sur la table. Après, les Français jugent. Et la deuxième, c'est vrai, mais vous avez raison. Mais vous avez sur les retraites. Dieu sait si ma famille politique a pas toujours été à la hauteur. D'ailleurs, je fais partie d'aucun gouvernement. Je me sens solidaire de rien du tout. Mais les réformes de la retraite, c'était Balladur, c'était Fillon, Éric Woerth et Fillon en 2010. Et à chaque fois, on a fait des réformes à moitié. À minima. C'est vrai. Non, mais vous avez raison. C'est pour ça, par exemple, cette question qui est très débattue. François Mitterrand arrive en 80, la durée, l'espérance de vie, c'était 74 ans. Il abaisse de 65 ans l'âge légal de départ à 60 ans. Aujourd'hui, on a gagné 10 ans d'espérance de vie. Voilà. Donc, et en plus, on a de moins en moins de cotisants. La France vieillit. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'on veut protéger nos aînés ? Est-ce qu'on veut leur dire on va garantir votre pouvoir d'achat ? Donc, on va prendre, par exemple, 2 ou 3 mois par an pour repousser l'âge légal. On va aussi faire en sorte qu'il y ait moins d'inégalité entre le public et le privé. Et la deuxième condition, moi je pense que, ça c'est quelque chose qui m'est très personnel, je crois que la crise était tellement profonde qu'il faudra sans doute refonder une légitimité à partir d'une élection. Alors, ça veut dire quoi ? Vraisemblablement un référendum. Et référendum plutôt que dissolution ? Je vois, très franchement, je ne vois pas le président de la République. Jacques Chirac l'avait fait en 97, mais je le vois pas. Bien passé. Ça s'était pas très bien passé. Oui, je crois qu'il n'y a pas vraiment un très grand souvenir de la dissolution. Il a été réélu. On peut faire des calculs aussi politiques. C'est vrai. Oui, mais voilà. Bon. Quel est l'objectif dans une vie politique ? Est-ce que c'est forcément sa réélection ou est-ce que c'est, comment dirais-je, d'apporter quelque chose, d'être utile on peut se poser la question. Au pays ? On peut se poser la question. Mais je comprends. Poser la question. Bien sûr, on peut se poser la question. Franchement. Exactement. Un référendum, mais sur quoi ? C'est au président de la République de le dire. Ah bon ? Bien sûr. Mais il faut retourner. Bien sûr, parce que sous la Ve République, il est le maître des institutions. Et je pense qu'en fonction de l'analyse qu'il va nous faire dans quelques jours, je pense qu'il y a quelques sujets qui devraient, mais pas sur des petits sujets. Vous ne faites pas un référendum sur le pouvoir d'achat ? Pas nécessairement. Ça peut être. Moi, je suis favorable. Par exemple, sur les questions d'immigration. Gaucher avait fait un livre en disant la chose suivante. Marcel Gaucher, c'est pas un type qui est d'extrême droite.
il y a un phénomène qui a bouleversé profondément la société française, c'est l'immigration. Les Français ont souvent eu le sentiment que c'est à l'abri du débat public que cette modification s'est faite. Moi, je souhaite que le Parlement soit autorisé tous les ans, de façon très transparente, calme, sereine, à instituer des quotas migratoires pour les étudiants, etc., professionnels, parce que ces choses-là doivent se discuter, non pas dans la rue, parce que on finit par nourrir les démagogues, mais ça doit se discuter par la représentation nationale. Un référendum pour dire est-ce que vous autorisez le Parlement tous les ans à faire ce genre d'exercice, sous le regard d'ailleurs et en pleine transparence vis-à-vis des Français. Mais puisque vous parlez de référendum et de questions importantes, la retraite. Pourquoi est-ce que ça ne ferait pas une question sur le référendum? Je l'ai proposé. En disant, est-ce que vous voulez l'âge de la retraite à 65 ans? Parce que le référendum, il faut que ce soit une question oui ou non. Tout le monde va dire non. Voilà. Et tout le monde va dire non. Et pourquoi? Je vais vous expliquer. On a un système aujourd'hui de décote et surcote. Pour que les Français qui nous écoutent me comprennent bien, la surcote, c'est vous acceptez de travailler un petit peu plus pour avoir une pension un peu plus forte. Et la décote, vous acceptez de travailler un peu moins et vous avez une pension un peu plus courte. Qu'est-ce qu'ils choisissent, les Français? En réalité, ils choisissent la surcote pour essayer d'assurer un petit peu leur avenir. Est-ce que les Français... Il y a beaucoup de bon sens. Alors peut-être qu'au départ, c'est difficile. On fait campagne. Après, les gens se prononcent. Et puis, Vox Populi, Vox Dei... Mais quand vous parlez de vérité, en fin de compte, je me rappelle quand même que qui a dit la vérité, c'était François Fillon en tant que Premier ministre, qui a dit je suis à la tête d'un État en faillite. On lui a dit tout de suite de se taire. C'est vrai. C'était pourtant un gouvernement de droite, donc c'est vrai. Mais vous avez raison. Et donc je trouve quand même dommage. Mais je n'étais pas dans le gouvernement. Non, mais on est d'accord. Moi, je peux pas porter en permanence toute la misère. Toute la misère de ma famille politique. Oui, mais vous étiez dans cette famille politique. Je ne peux pas condamner à perpétuité à la repentance. On parle toujours de vérité, mais en fin de compte, quand on prend le pouvoir, après, il n'y a plus de vérité. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre dans votre livre, j'ai pas trouvé grand-chose sur l'éducation. Pour la bonne et simple raison que l'éducation, moi je le dis sur ce plateau depuis très longtemps, ça nous coûte une fortune pour un résultat minable. Quand est-ce qu'on aura, vous avez raison. Si j'en parle, quand est-ce qu'on aura le courage de dire aux Français ce que nous coûtent les études supérieures en France avec le taux de réussite? Comment on peut continuer à balancer entre 10 et 15 milliards par an dans l'enseignement supérieur pour seulement 20 à 30% de réussite? Et en fin de compte, on se retrouve aujourd'hui, moi j'ai des entreprises partout de moi qui cherchent plus de 100 personnes depuis un an, on trouve personne parce qu'il n'y a aucune formation en face. J'habite pas très loin de chez vous. Budget constant. Et mes entreprises, les PME n'arrivent pas à recruter. Et on a du chômage de masse. Donc, vous avez totalement raison. Un budget constant. Eh bien moi je fais des propositions. Mais au moins qu'on arrête de balancer cet argent dans les facs. Moi je fais des propositions. Rien. Et en contrepartie qu'on fasse vraiment. Il va répondre, Bruno Retailleau. Je fais des propositions. Quand je suis arrivé, moi, à la tête de la région, on avait perdu des milliers d'apprentis. Ma grande cause régionale, c'était l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est la voie de la réussite. Or, en France, on a fait de l'apprentissage une voie de garage. Et on a gagné des milliers d'apprentis. Aujourd'hui, j'étais sur un salon de l'apprentissage. L'insertion, c'est plus de 80% des jeunes. Et ce que je propose, moi, c'est qu'on puisse unifier, vous savez, la branche des lycées professionnels avec l'alternance, qu'on ait une grande, un peu comme en Allemagne, mais à la française, une grande branche de l'alternance avec l'apprentissage, des contrats de professionnalisation, mais qu'on redonne des lettres de noblesse à cette forme ça ne suffira pas. Il faut avoir le courage de dire, quand on entend sans arrêt les politiques dire faut reconstruire des places en fac, il n'y a pas assez de places et tout. C'est pas vrai. Il y a 50% des gens qui n'ont rien à y faire. Aujourd'hui, on donne le bac. Eh bien, je suis pour la sélection. On rentre en fac avec 6 ou 7 de moyenne. Qu'est-ce qu'on fait en fac avec 6 ou 7 de moyenne? Quand est-ce qu'on aura le courage de dire aux Français stop, ça s'arrête. Alors, monsieur Retailleau, attendez. Je ne veux plus payer d'impôts pour ce. J'ai l'impression que ça lui tient à cœur. Il a totalement raison. Le grand gâchis, je vais vous dire, vous savez, la crise des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est pour des classes moyennes, la peur de l'avenir pour soi-même, mais surtout pour ses enfants. Parce que aujourd'hui, en France, dans les grandes écoles de la République, il n'y a jamais eu aussi peu de fils d'ouvriers, d'agriculteurs. Il y en a moins qu'il y a 30 ans. Donc l'école française, elle a été totalement détournée par des idéologues qui en ont fait, si j'ose dire, une forme de laboratoire pour leurs propres expériences idéologiques. Et on a, sous prétexte de créer une école égalitariste, on a l'école la plus inégalitaire. Le classement international PISA montre que l'école républicaine, pourtant, en France, reproduit et amplifie
en réalité les inégalités de classe ou de conditions sociales. Et moi, ce que je dis, il n'y a plus de projet de vie. Les gens n'ont pas de projet de vie. Il y a une étude qui vient de paraître. Les systèmes, eh bien, les systèmes, l'Allemagne se débrouille beaucoup mieux que nous. Oui, on dit ça, mais si, c'est pas si clair que ça. l'Allemagne paye mieux. L'Allemagne paye mieux ses instituteurs, ses professeurs. Elle les paie 25 à 30% de mieux. Et regardez, il y a pratiquement 2 fois moins de jeunes au chômage et il y a plus de 2 fois jeunes en apprentissage et en alternance. On doit pouvoir tirer des leçons. Il n'y a pas de jeunes en Allemagne, ils ont un vrai souci. Non, mais je vous parle des jeunes. Étienne, hier, on analysait le très mauvais résultat des élèves français en maths. On peut faire le même constat en lecture. Au moment où je vous parle, il y a d'autres façons de faire. On parle beaucoup de l'école de Singapour. Moi, je regardais justement le modèle de Singapour. Les profs sont très bien payés, mais effectivement, il y a une volonté d'avoir des résultats, donc on les paye au mérite. Chez nous, on a paupérisé les profs et malheureusement, parfois, on en a fait un sous-prolétariat, alors que c'est une des plus belles tâches et les plus difficiles. Au moment où je vous parle, en France, et vous avez raison, il y a 2 millions de jeunes de moins de 30 ans qui sont ni en formation, ni en stage, ni à l'école, ni à l'emploi. Vous vous rendez compte le gâchis ? C'est un immense gâchis. Et je pense que c'est à l'école que ça se joue. Il faut que l'école élémentaire primaire apprenne à compter, à écrire. C'est les fondamentaux. Qu'on apprenne à transmettre un héritage. Écoutez, il y a aussi un problème. Si la France est aussi divisée, on n'a pas arrêté de taper sur la France, sur notre histoire. Bien sûr qu'on a eu des heures sombres, mais on peut peut-être dire aux jeunes que la France, elle n'est pas coupable de tous les crimes contre l'humanité. Comment voulez-vous agréger à notre destin collectif des nouvelles générations si on leur présente la France comme un contre-modèle ? C'est ça qui est terrible aussi. Cette fierté française, elle est importante. En plus, on est un grand pays, on est un beau pays, on a plein de talents. Et il faut tellement peu de choses. Vous-même, à droite, vous avez souvent été dans le déclinisme, en expliquant qu'on était foutus. Enfin, et c'est plutôt des penseurs de droite qui l'ont dit et des hommes et des femmes de droite qui l'ont dit. Si j'ai fait ce bouquin, croyez-moi, c'est pour ne rien cacher. C'est pour essayer de refonder quelque chose, de repartir d'un bon pied, de présenter ce à quoi je crois. Donner un peu d'espoir, alors. Évidemment, parce que, écoutez, on est un pays qui a une histoire fantastique, qui a une géographie. Non, mais on est le seul pays d'Europe. On a les 3 climats, méditerranéen, océanique, continental. On a une des meilleures écoles de mathématiques du monde. Non, mais c'est incroyable. Le problème, c'est qu'on a un État qui est en train de manger les énergies, qui produit de plus en plus de taxes, d'impôts, de normes, et qui pèse pour son propre compte. Quand on est français, on pense que l'idée de l'État, c'est important. Mais un État au service de la société, et pas l'inverse. Bruno Retailleau, vous restez avec nous, suite du grand oral des GG dans un instant avec le sénateur Les Républicains de Vendée. Question de Fatima Bounoua, d'Étienne Liebig. Refondation, c'est le titre du livre, à tout de suite. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.